Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir réel, plaisir pour moi de vous retrouver sur la télévision nationale pour un nouveau numéro de votre émission de débat et de décryptage. Grand Angle, une émission consacrée désormais, vous le savez, aux grandes questions qui structurent l'actualité nationale. Ce soir, nous ouvrons nos échanges sur un enjeu central pour la crédibilité de l'information, la régulation du secteur des médias. La HAC, la Haute Autorité de la communication, vient de dévoiler la liste des journalistes officiellement enregistrés, une initiative qui vise à assainir le paysage médiatique en identifiant les véritables professionnels. Dans un contexte marqué par la prolifération des contenus et la montée des réseaux sociaux, cette démarche soulève plusieurs interrogations. Permettra-t-elle cette démarche à restaurer la confiance du public et de renforcer l'éthique et la déontologie journalistique dans notre pays? Question. Dans un second temps, nous aborderons la question du calendrier électoral. Initialement prévu le 21, le double scrutin législatif et communal est désormais reporté au 31 mai. Une décision qui, selon plusieurs observateurs, semble faire un consensus parmi les acteurs politiques et institutionnels. Quelles en sont les raisons profondes et quels impacts sur le processus démocratique en cours? Nous en parlons avec nos chroniqueurs déjà bien installés. Mais avant, dans notre focus, nous porterons un regard sur la qualité du service à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Malgré les investissements importants consentis par l'État guinéen pour sa rénovation et son extension, de nombreuses critiques persistent quant à l'accueil et au professionnalisme de certains agents. Comment expliquer ce décalage entre les infrastructures modernisées et la qualité de prestations offertes aux usagers? Quelles solutions envisager pour hisser ce hub stratégique aux standards internationaux? Voilà des questions que nous allons nous poser encore par rapport donc à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Autant de questions qui nourriront les analyses de nos chroniqueurs tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Les débats commencent maintenant avec nos chroniqueurs. Oumou Touré, bonsoir et bienvenue du 20h30. Bonsoir David, tu vas me faire rigoler. Hein? Oui. Bonsoir David, bonsoir à tous nos téléspectateurs de Grand Angle. J'avoue qu'ils m'ont manqué beaucoup. Oui, Ce plateau m'a manqué, vous m'avez tous manqué quand même. Je ne sais pas si tu les as manqués parce qu'on te voyait quand même au 20h30, au 19h ou au 17h. Voilà. Donc je crois que toi, tu ne les as pas beaucoup manqués. Mais ils t'ont manqué. Oui, c'est vrai, mais bon, ce n'est pas les mêmes plateaux quand même. Ouais, il faut le dire. Là-bas, c'est le journal. Ici, c'est un peu le talk show. Oui. Donc, ce n'est pas aussi tout le monde qui suit le journal peut-être. Oui. Il y a des gens qui sont branchés ici et d'autres de l'autre côté. Bien sûr. Mais ça fait plaisir quand même de revenir. Bon retour. On espère que ça sera dans la continuité maintenant. Moussa Kalenko Kouyaté, bonsoir. Oui, bonsoir David et bonsoir aux téléspectateurs de Matakaou dans Koubia. Et bonne arrivée à Oumou, la seule Maurianaise qui ne fait pas de bruit. Elle est vraiment différente de celui qui est souvent à côté de moi ici. Oui, il n'est pas là. Un certain Idrissa Cissé. Avec ce dernier, on est tellement tympanisé. Et donc, bonsoir à Oumou Touré. Mais pourquoi Matakaou? Oui, Matakaou, vous savez, Matakaou, c'est une localité encore très très enclavée qui se trouve dans une préfecture enclavée. Koubia, c'est une façon d'interpeller peut-être les autorités de revoir ces localités qui sont loin de Conakry. Vous savez, Koubia, Lelouma, Gawal, des villes ou des préfectures. C'est des zones de production pourtant. Hein? Oui, c'est des zones de production, mais on le sait, dans ces localités... L'accès n'est pas facile. Exactement, parce que moi je me dis que le premier développement d'abord, c'est les infrastructures routières. Oui. Et pour accéder dans ces préfectures-là, c'est tout un problème. Donc, c'est une manière d'alerter les autorités pour qu'elles puissent... voir ces différentes localités. Porter un regard favorable sur ces localités-là.
Mamadou Ali Moussouare, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Giambouno, bonsoir au système éducatif guinéen. Nous sommes à moins de 2 mois maintenant des examens, même si toutefois on n'a pas encore des dates officielles. Mais aujourd'hui nous sommes dans une situation... Alpha Bakar, je crois, il est en train d'abord de savoir qui doit aller où, comment aller. Jusqu'à présent, on est en train de faire des calculs. Des calculs à 2 mois, je pense que ces calculs doivent arrêter ou bien... Avec la même équipe, on va continuer après les peut-être que ce retard est stratégique aussi. Hein. Oui, mais on peut retarder également après les examens parce qu'on ne peut pas muter un proviseur ou un directeur ici et puis revenir faire quelque chose avant les examens. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, même si les dates ne sont pas encore officielles, aujourd'hui, il y a les syndicalistes qui reviennent encore, qui refont l'acte de, comment je vais appeler ça, surface, parce qu'ils menacent également d'aller en grève, même si toutefois ce sont des menaces sur menaces. Et ce matin, j'ai appris qu'il y a un des grands qui a été vraiment éjecté, un syndicaliste de grande taille qui a été éjecté, qui n'est plus reconnu dans le système, dans le monde syndical, et qui sera tenu obligé désormais de collaborer. De s'aligner. De s'aligner, c'est une obligation. Voilà. C'est à lui maintenant, on va dire camarade de salut, et lui aussi va répondre. Non, il n'est plus camarade. Il est quoi maintenant? Non, il est quoi? Mais on est tous camarades quand on est travailleurs. Ce n'est pas forcément ceux qui sont syndicalistes. Oui, mais si tu es ancien... Le slogan, c'est les syndicalistes qui nous lancent, les autres. Si tu es ancien travailleur, ancien syndicaliste, je ne pense pas... Ça devient un problème. Marie-Angélique Bangoura, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Hier, on parlait de l'agronomie. Nous sommes en période des manques, même si ça coûte cher. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a. Non, il y en a beaucoup. Il faut aller à l'intérieur. Non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a beaucoup. Il y en a, mais c'est cher. Il y en a. J'achète une manga à 5 000 là. Ouais, c'est très cher. Manga 20 000. Voilà. Mais alors, à l'intérieur... Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Convenez avec moi. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup à Conakry qu'il n'y en a pas. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, mais je dis qu'il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Non, attention, dans certaines préfectures... Il y en a beaucoup. Non, mais moi, je n'en ai pas beaucoup, Marie. À Conakry, alors, traverse Tanéné. Non, Tanéné encore. Commence par Bofa pour venir jusqu'à Tanéné. Mais s'il faut prendre ma voiture pour aller jusqu'à Bofa pour chercher des mangues, ça devient compliqué. Tu trouveras que... il y en a assez. Non, il y en a assez. Oui. Alors, c'est pour dire... À l'intérieur, donc, il y en a beaucoup. À Conakry, il y en a peu. Peut-être qu'il faut penser à un peu, si tu veux, conserver ces mangues. Parce qu'il y a des périodes, voilà, c'est vrai, on parle de la culture du riz, des tomates, des légumes, oui, j'ai parlé de ça, il y a la valorisation des chaînes de valeur. C'est ça, oui. En effet. Et donc, après un moment, ça va nous manquer parce qu'on va les voir pourrir et tout ça là. Voilà. Donc, il faut que... Comme les pastèques, souvent, ça se fait à Conakry ici. Oui, mais... Ça arrive à Gogo et après, patatra, il n'y a plus pastèque. Oui, mais pastèque avec la mangue, c'est encore... Parce qu'on peut faire, comment on appelle ça? On peut garder la mangue, faire des confitures de mangue, faire des mangues séchées. La pastèque aussi, on peut en découper pour faire des salades là. Mais ça, c'est juste un instant. Mais la mangue, tu peux faire sécher la mangue et après, ça reste même une année. Donc, il faut qu'on essaie de réfléchir. Ouais, je crois que Marie a une expertise là-dedans, il faut la consulter. Voilà ce qu'on pouvait dire. Une expertise locale. Oui, une expertise, oui, voilà. C'est une expertise. Donc, voilà, tu découpes la mangue et après, tu fais sécher pendant des jours et ça sèche. Tu peux même faire un ragoût avec la patate et tout ce qui s'ensuit. Oui. Tu mets... c'est très délicieux. C'est très délicieux. Oui, voilà, j'en connais qui aiment beaucoup ça. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport au décor de notre plateau. Dans un instant, on prend nos passeports et nos visas direction aéroport international Ahmed Sékou Touré. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde.
De retour donc sur ce plateau pour notre débat au sujet de l'accueil et de la prestation qu'on enregistre ces derniers temps à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. L'aéroport, il faut le dire, l'État a mis assez de moyens pour, 1, la rénovation, 2, l'extension, mais lorsqu'on y arrive, vous voulez voyager, vous y arrivez là, les agents de la police qui sont là, les qualités des services, voilà, les cabines, il y en a beaucoup, mais souvent les agents ne sont pas à leur poste, ou ceux qui sont là vous livrent un service. Marie-Angélique, vous avez déjà votre passeport? J'ai déjà mon passeport et même le visa n'a pas encore expiré, donc je me prépare encore à voyager, pourquoi pas. Mais en fait, si vous faites la différence entre les aéroports, je pense que l'aéroport international Ahmed Sékou Touré a encore vraiment du chemin à parcourir. En termes de prestations. En termes de prestations, ça va de l'accueil jusqu'à la fin. C'est vrai, il ne faut pas mettre tout à l'eau, mais il y a des aspects à l'aéroport, surtout quand c'est international, qu'il ne faut pas minimiser. L'accueil, le service, quand vous arrivez, d'abord, je pense qu'on est en train de moderniser. Bientôt, on aura un grand aéroport comme d'autres aéroports qu'on connaît. Mais déjà, il y a trop, c'est-à-dire le trajet est vétuste. Et alors, le couloir est très vétuste. Et alors, je pense que pour les gens qui voyagent, il faut se mettre en ligne. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas se bousculer. C'est-à-dire, on arrive à tour de rôle et on se met sur une file indienne. Ça, c'est la première des choses. On traverse le couloir et on descend. Et là, on a fini les formalités. Et par rapport aux formalités, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers vous pour vous poser la même question. Et si on le faisait de façon très ordonnée, étape par étape, comme dans les autres aéroports, pour ne pas être très regroupé, on voit 5 agents regroupés en même temps, en train de guetter quel est ce voyageur qui va ci ou ça, mais tout le monde connaît déjà. Il faut qu'il y ait des petits panneaux indicatifs pour dire, voilà, quand tu arrives, comme là-bas, par exemple, je prends Charles de Gaulle, mais c'est fou comme c'est grand, mais ce sont les... Et ça accueille des millions de personnes. C'est incroyable, mais tu dois demander personne. En fait, qui a le temps de t'indiquer même? Non. Mais il y a des flèches qui indiquent. Et puis voilà, il y a des fois même des ceintures qu'on met ici. En effet. Voilà. Donc ça déjà, il faut qu'on essaie. Surtout les passerelles de ceinture. Il faut qu'on les ait. Je pense que c'est moins cher. Oui. Mais il y en a. Il y en a. Peut-être je ne sais pas pourquoi on ne les utilise pas suffisamment. Oui, après tout, il y a toujours ce petit désordre qu'on voit. Alors, tu vois, c'est-à-dire, cette équipe doit être bien rangée, aller vers le comptoir. Alors, le calvaire commence où? C'est quand tu veux aller vers la frontière. Tu montes. Ça, c'est pour la sortie? Non, pour aller d'abord. Il y a toujours des gens, de façon très désagréable, qui te posent la question, mais madame, vous avez combien? Là où vous allez, pourquoi vous voyagez? En fait, c'est des questions vraiment qui fâchent. Et donc, du coup, c'est parfois désagréable. Mais à côté, au lieu de mettre deux il y en a qui sont assis, qui vous disent, bon, les agents sont là, voilà, si vous avez... non, c'est vrai, je connais. Si vous avez le reste de francs guinéens, il faut laisser ça passer, vous n'allez pas utiliser ça là-bas. Il faut qu'on arrête ça. Chez les autres, ça n'existe pas. Il faut qu'on arrête. Et aller... On traverse, mais le plus grand calvaire, c'est le retour. Et à chaque fois que tu voyages, tu retournes, tu es très mal à l'aise. Parce qu'il y a des cabines déjà où on doit stamper. Oui, le passeport. Oui, le passeport pour dire, voilà, tu es parti, voilà, tu sors. Oui. Et tu as un pas de, comment on appelle? De ces cabines-là? Non, de trucs bagages, où tu vas aller prendre tes bagages. Parfois, tu as peur que les bagages se perdent. Oui. Donc, tu vas avoir 5 cabines alignées, mais c'est un seul agent qui est disponible. Oui. Et même d'autres agents disent, ah non, écoute, au départ, c'est la même chose aussi. Moi, je vais dormir. Non, j'étais là. En fait, c'est trop inconfortable. Oui. Donc, il faut qu'on interpelle le service de l'aéroport, si tu veux, pour qu'ils prennent des mesures. Par exemple, il y a des heures de comment on appelle, d'atterrissage. Il y a des heures de pointe. Vers 3 heures du matin, 2 heures. C'est une seule personne. Oui, et 17h, 16h30, 17h, 18h, jusqu'à 20h des fois, ça arrive beaucoup. Oui. Pire encore, cette dame qui est là-haut,
Ladies and gentlemen, comme si elle venait sa de façon se de réveiller. parler, on a l'impression qu'elle n'a pas mangé depuis des jours. Hein. Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut qu'on redynamise un peu. Il faut qu'on redynamise, qu'on sente que quand tu es arrivé, la façon dont tu as été fier de voir les autres aéroports, il faut quand tu arrives chez toi, que tu sois à l'aise. Mais il ne faut pas que cette voix dormante, mélancolique, cette voix disparate, te casse déjà le moral. Non, ça ne marche pas. Il faut qu'on change. Donc, du coup, surtout le service frontière, on parle d'accueil, mais étendre, moderniser, c'est bien, mais il faut bien que le service soit former pour qu'ils soient encore plus le service se suive aussi. Et rapide. Oui, Alimou, quand on parle de ces cabines-là, des fois quand vous voulez sortir, vous êtes des fois nombreux dans le couloir, vous voyez 3 cabines ou 4 cabines devant vous pour les passeports, mais des fois il y a une seule cabine qui marche des fois. Alors, quand je vois Ange s'appesantir sur ça, moi je me dis que les Guinéens sont habitués à aller dans les banques. Il y a combien de cabines? Vous allez trouver 5, 6. Oui, mais là on parle de l'aéroport. C'est une image. Non, attention, c'est pas la même chose, Alimou. C'est pas la même chose. Quand un étranger arrive, il voit ce service-là. Non, attention. Quelqu'un qui sort aussi, l'image qu'on lui laisse, c'est ça, il va retenir. Une prestation, c'est une prestation. C'est ce qu'on a habitué aux Guinéens. Et puis il accepte ça. Sinon, dans les banques aussi, il y a 5 ou 6, c'est une seule qui au maximum 2. Alors, également, quand vous venez à l'aéroport, c'est la même chose. Parce que, je ne sais pas, derrière, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de contrôler? Est-ce que les agents sont sur place? Est-ce qu'ils sont en train de faire la prestation, c'est-à-dire le travail pour lequel on les a confiés? Je pense que tout ça, ça fait partie de l'accueil. Comme il a dit, c'est la prestation, c'est la rapidité. C'est vrai, moi, ça fait 5 mois que je n'ai pas... Est-ce que c'est un problème de formation? Il y a un problème de formation, il y a un problème peut-être de volonté également. Parce que vous savez, il faut toujours qu'il y ait une concurrence. À chaque fois, je vous dis ici, quand une gestion n'est pas axée sur un résultat, c'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que tu sais, si tu ne fais pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va faire à ta place. C'est ce qui fait que beaucoup plus il y a des prestations en République de Guinée, on ne le regarde pas. Regardez, dès que vous sortez de l'aéroport, vous allez trouver les cambistes qui sont là, ce sont eux-mêmes qui vont t'accueillir pour te demander est-ce que vous voulez faire ça et ça et ça. Parce qu'ils ne sont pas seuls. Si c'était un seul qui était là-bas, tu allais trouver qu'il est en train de dormir. Tu vas venir à 16h30, il va te dire mon ami, attends, je vais aller prier d'abord et puis après je vais venir. Mais comme ils sont nombreux, chacun vient, ils t'accueillent. Des fois, vous n'avez pas de dollars ou de devises, c'est eux qui vous courent derrière pour dire je vais... Voilà, pour vous dire, voici la prestation que je vous propose. Qu'est-ce que vous êtes? Parce qu'ils sont nombreux, ils savent que s'ils ne travaillent pas, ils n'auront pas de résultats. Alors, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été engagées au niveau de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Mais également, vous savez, ça c'est la rénovation, l'extension. Mais il faut tenir compte également de l'aspect humain, c'est-à-dire au niveau de l'accueil, la prestation qui est à l'intérieur. Quand la prestation elle est lente, ça décourage certains. Surtout que nous voulons aujourd'hui que la Guinée soit attractive, nous voulons accueillir je veux bien voir lorsque les pèlerins sortent ou bien quand ils arrivent à l'aéroport, je veux bien assister à ça une fois. Non seulement ça, mais également dans 5 ans. Parce que là, ils sont très nombreux. Oui, dans 5 ans, on veut que chaque jour soit comme le départ des pèlerins. Parce qu'il y a Simandou 2040, tout ça, ça attire des investisseurs qui ne viendront pas par la voie terrestre, c'est obligatoirement qu'ils passeront par l'aéroport. Et si toutefois la prestation n'est pas là, ça peut même décourager certains. Parce que tu fais 2 heures, 3 heures, voire même 6 heures dans l'avion, tu n'as pas envie d'avoir beaucoup de questions qui sont là. Tu veux vraiment te reposer. Moussa, c'est la même question. Est-ce qu'il y a un problème de formation? Vous savez, à suivre Ange, j'ai envie de dire que notre aéroport ressemble un peu à un hôpital bien construit, bien équipé avec des matériels de dernière génération. Et très malheureusement, il n'y a pas vraiment de personnel qualifié pour utiliser ces matériels-là. Parce que moi, je me dis que le gros problème, c'est la formation. C'est vraiment la formation. Parce que, vous savez, l'aéroport, quand même, c'est la vitrine c'est la vitrine du pays. C'est pourquoi l'État a mis les moyens pour moderniser et étendre un peu. Ces dernières années, il faut le dire, le gouvernement a mis assez de moyens pour moderniser, pour changer l'image de notre aéroport. Parce que
Vous quittez ailleurs, vous venez, la première réception quand même, c'est au niveau de l'aéroport. Absolument. Les gens qui sont là-bas, en termes... Le service de nettoyage, l'hygiène, tout ça, oui. L'hygiène, tout ce qui s'en Oui, la connexion Internet. Moi, je me dis franchement, le gros problème, si le directeur Koulibaly peut vraiment corriger cela, c'est la formation. Il faudrait que les gens qui sont là-bas soient bien formés, parce que la Guinée doit quand même se hisser au... C'est l'image. Au standard international. Ange l'a dit, vous quittez dans d'autres aéroports, vous venez là-bas, on vous accueille très bien. Vous rentrez chez vous, vous avez de la migraine. Je pense qu'il y a vraiment de sérieux problèmes. Vous avez dit, les pèlerins, bientôt ils vont. Il y a des pèlerins qui n'ont jamais mis pied à Conakry. À plus forte raison, prendre un avion. Moi, et quand vous le faites attendre dans le couloir exigu déjà, un couloir petit, il attend là pendant longtemps. Il y en a qui ont l'attention. Ils vont penser qu'ils vont se retourner. Un pèlerin qui est dans une sous-préfecture de Fouré-Kara ici, qui n'a jamais mis pied à Conakry, même si Fouré-Kara n'est pas loin de Conakry. C'est historique. Ou un pèlerin qui quitte à un pèlerin qui quitte à Balaki là-bas, il quitte Balaki, il n'a jamais mis pied à Conakry ici, on vient, on lui tend un passeport, on dit, bon, maman, il a mené. La dame ne connaît absolument rien. Moi, je pense qu'il faudrait des gens à ce niveau pour mieux orienter ces gens-là, pour bien accueillir en tout cas les visiteurs ou des... Et surtout, il faut renforcer le service aux heures de pointe. Exactement. Aux heures de pointe. Parce que des fois, à 5h, 6h du matin, quand vous devez vous prendre l'avion à 5h, 5h, vous êtes là, des fois, il y a pas beaucoup. David, l'aéroport, c'est 24 heures sur 24. Parce que ça, je suis d'accord. Il y a des vols qui peuvent venir à n'importe quelle heure. Je pense qu'il faudrait des gens à tout moment pour bien accueillir ces personnes-là, ces voyageurs-là. Mais voilà, si ça continue comme ça, je pense qu'il faudrait que des dispositions soient prises quand même. Parce que les moyens qui ont été engagés à ce niveau-là, il faudrait... sont colossaux pour une prestation. En termes d'infrastructure, en termes d'équipement surtout. Parce que le président a dit, quand il a été à l'aéroport là-bas, je pense son objectif c'est de changer l'image quand même de notre aéroport qui ressemblait un peu à je sais pas. Un aéroport ordinaire. Alors, Oumou Touré, est-ce que Moussa l'a dit, il y a un problème de formation ou bien il y a un problème de nombre? Non, en fait, ce n'est pas un problème de nombre, mais un problème de formation. Mais est-ce que moi, j'ai envie de dire, c'est tout simplement un manque de professionnalisme. C'est tout, c'est ce que ça résume. Parce que je ne sais pas, la direction de l'aéroport, comment est-ce que cette direction fait les recrutements? Parce que c'est très important. On ne doit pas mettre les gens par affinité parce que c'est la sœur de temps ou l'ami de tel. Non, c'est quand même l'aéroport, comme on l'a dit, c'est la vitrine du pays. C'est vraiment l'image de notre pays, en fait. Donc, on ne doit pas mettre n'importe qui à l'accueil. Donc, le recrutement vraiment doit se faire sur une base, comment je vais dire, sur une base objective, légale. Ceux qui doivent être là-bas doivent vraiment mériter d'être là-bas. C'est leur travail, ils doivent pouvoir le faire. Et tout. Donc, le nombre, c'est vraiment... Bon, le nombre, il est un peu important, mais je pense que si le professionnalisme est là, on n'a pas besoin de tellement de personnes pour venir vraiment faire leur travail là-bas. Ange l'a dit, dans les autres pays, on voit, il y a vraiment des barres de fer, il y a des indications. Il y a des ceintures pour dire que quand tu quittes ici, tu tournes comme ça, tu rentres comme ça. Et voilà, tout ça, c'est bien indiqué. Oui, c'est bien beau, c'est bien... Je suis d'accord avec elle. Il faut peut-être qu'on le fasse chez nous. Mais, comme Kouyaté aussi a dit, il ne faut pas oublier une grand-mère qui est de l'autre côté, qui peut-être va à la Mecque ou va se faire soigner et tout. Il faut qu'il y ait des personnes pour pouvoir vraiment les indiquer, les lieux. Parce que si elle ne comprend pas français, elle ne lit pas, elle n'écrit pas. Donc, elle ne peut pas avoir une flèche pour dire c'est ici et puis partir là-bas. Elle ne sait pas. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des gens spécialisés pour ça. Des gens qui sont vraiment formés que pour ça. Dans tous les secteurs, en fait. Et pour tout type de personnes, je veux dire, qui vient à l'aéroport. Donc, si tu as des spécialités dans ça, surtout dans nos différentes langues nationales, pour vraiment pouvoir indiquer ces personnes. Tu viens, il y a une sur combien de cabines? Il y a une seule cabine, il y a la lenteur. Il y a une seule cabine qui marche des fois. Non, c'est vrai que ça énerve. Ça énerve, surtout quand tu sors. Parce que tu vas tellement t'arrêter que des fois tu as des arthroses au niveau des genoux. Tu risques de piquer crise là. Et on voit même des vieilles personnes, on est obligé vraiment d'envoyer des pouces-pouces pour les faire asseoir sur des chaises roulantes, j'allais dire et tout. Tu as envie de vite faire les formalités, il y a la toilette devant et on te fait attendre là pendant longtemps, ça chauffe des fois. Oui, c'est vrai. On en rit, mais tout ça là, ça énerve. C'est pas bien pour l'image du pays. Donc, il faut vraiment
il faut vraiment regarder les autres. Copier, c'est pas mauvais. Hein, non. dans le bon sens. Oui. On regarde ce que les autres font. Professionnel. Voilà, on regarde ce que les autres font de bien chez eux et puis on amène chez nous les bonnes pratiques. Donc, parce que c'est l'image du pays, donc il faut vraiment remédier à ça. Il faut qu'il y ait vraiment un professionnalisme au niveau de cet aéroport. Et vraiment redorer l'image du pays. Marie, des fois, on me retarde tellement que, surtout quand c'est à l'arrivée, les bagages sortent et vous êtes là, ça tourne, vous n'êtes pas venu prendre vos bagages et des fois vous les perdez pendant ce temps. Tout ça là, c'est la police des frontières. Oui. Franchement, on parle de l'accueil, that's fine. Mais la police des frontières a beaucoup à faire. Ouais. Sincèrement. Il faut former les gens pour qu'ils soient encore plus professionnels, opérationnels, dynamiques. On voit d'un certain âge, il faut envoyer des jeunes. Oui. Il faut les former. Oui. Puis quand tu vas dans les autres aéroports, tu vois tellement de jeunes. Ils sont très prompts. Oui. Mais en plus de ça, il y a... Je ne sais pas, je crois que c'est International Airport Training Aviation, something like that. Il faut que les gens fassent l'IATA. Même là où je suis, moi, si j'ai l'occasion de faire la formation sur l'IATA, je vais le faire. D'accord. Tu vois, parce que c'est ça l'accueil, c'est ça tout ce qui est composant. Je ne savais pas que Marie veut travailler à l'aéroport international. Non, mais il y a des choses que j'aime à side de tout ce que je fais, parce que c'est passionnant, sincèrement. Tout ce qui est accueil, tout ce qui est contact humain, tu vois, c'est très beau. Donc, il faut que les gens fassent l'IATA. Malheureusement, il n'y a pas d'école d'IATA ici. Je ne sais pas comment, peut-être à l'école de, comment on appelle, hôtellerie et autres. Ça marche tourisme pas. Et hôtellerie. Tourisme, non. Il y a une école IATA spécialisée pour l'aviation, pour l'aéroport, etc. Maintenant, je reviens sur la police des frontières. Mon dernier voyage, le monsieur, il nous voit. Il sert une dizaine de personnes. Il y a une ligne qui n'en finissait pas. Il dit non, moi, c'est ma pause, je dois aller faire d'autres choses. Je dois prendre le café noir. Il laisse son confrère seul. Il était 3 h du matin, seul. Le monsieur a... C'est-à-dire, c'était pas possible. Il a quitté. Donc, seul face à tout ce tas de... Oui, il a quitté. Il a laissé son collègue seul travailler avec cette fille indienne qui n'en finissait pas. Monsieur Koulibaly nous écoute actuellement. Il faut qu'il revoie ça. Oui. Il faut qu'il passe même une visite inopinée devant la police des frontières. Peut-être se déguiser en passager. Il peut se déguiser en passager. À l'arrivée, s'il se déguise en passager, je pense qu'on va enlever beaucoup de personnes ce jour. Oui. Il verra lui-même comment ça se passe. Les points faibles de ces agents. Quand tu traverses, tu sais, tu dois faire traverser tes bagages et tout ça là. J'ai vu une bataille, une petite... Oui, c'est de l'anarchie. Oui. Face to face, les gens qui se battent. Parce que l'autre, tu as vu, non? Il y a une petite, comment on appelle ça? Les gens qui donnent plus d'opportunités à d'autres. Oui. Et donc, après, ils se sont battus. Il a fallu que la police intervienne dedans, dans l'aéroport, pour dire non, vous mettez en rang. Ça revient. Il faut que les gens apprennent à se mettre en rang. Il faut que la police soit là. Il faut qu'on impose cette discipline-là, oui. Tu comprends? Mais encore faut-il que la police aussi fasse le travail de façon professionnelle. C'est ça. Oui, parce que là, vous donnez les faveurs aux gens. Et il y a un monsieur qui est là, ou une dame qui est là depuis longtemps, et il y a quelqu'un qui était derrière lui qui vient, puis il passe là. Et c'est pas parce qu'il a un passeport diplomatique, rien de tout ça. La même chose se passe dans les banques. Oui. Les banques, vraiment les banques et l'aéroport, c'est pas la peine. Non, il faut aussi reconnaître qu'il y a des citoyens très indisciplinés parmi nous à l'aéroport qui sont tout le temps pressés, je ne sais pas parce qu'ils veulent aller je ne sais où, mais tu n'as pas ce droit. Tu es venu. Tu passes le premier, l'avion est décollé. Voilà, tu es venu, il faut suivre la règle. On reste les uns derrière les autres. Il faut vraiment. C'est vrai qu'après c'est fatigant de s'arrêter et tout, mais au moins, c'est pas parce que toi tu es pressé que tu vas venir prendre la place de l'autre. Non, et c'est ce qui fait qu'il y a de la. Mais c'est l'anarchie totale qui ne dit pas son nom. Vraiment, il faut revoir ça. Il faut revoir ça vraiment. J'espère que nos téléspectateurs, la Kali Mohamed, qui t'a déjà mis les numéros de téléphone sur l'écran. Réaction des téléspectateurs, Mamadi. Beaucoup de réactions déjà, ils ont le numéro. Bonsoir mes chers, c'est monsieur camarade depuis Kamsar. Je voulais m'adresser à la direction générale de l'ANAIM quand est des résultats du test de recrutement qui était effectué depuis janvier dernier. Chacun a son problème. Merci à vous, monsieur Piaté. Bonsoir, une mission. Il faut donner les moyens, investir sur le personnel. La formation est meilleure. C'est monsieur Traoré qui nous a envoyé ce message depuis Kindia. Merci à vous. Salut, la télé, c'est le jeune Touré. L'État doit vraiment veiller à assurer une meilleure formation
pour ces agents à l'aéroport, car un bon accueil est synonyme d'un bon entretien. Merci à vous. Merci. Bonsoir mes chers, ce déclan RAS, pour moi c'est un manque de leadership et de la formation au niveau de l'aéroport. Merci à vous. Salut, moi c'est Sissoko Fall, je vous suis depuis Kamsar. J'aime bien votre émission Grand Angle. J'aimerais bien vous proposer un thème une fois à Conakry. Il y a longtemps, je voulais évoquer ça pour que le ministre de la Sécurité soit informé. Certainement, si vous venez à Conakry, vous allez être à la RTG ou bien contacter un des chroniqueurs de Grand Angle. Bon après-midi, mes chers journalistes. Moi, c'est Kourouma Ibrahima. Je vous suis depuis Manéa. J'aime vraiment votre émission. Merci à vous. Bonsoir, mes grands journalistes. C'est Onivogui Michel. Je sollicite auprès de vous que vous faites 15 minutes à chaque début de votre émission, qu'on parle rien que de l'agriculture ou de l'élevage et ses solutions pour nous permettre d'amorcer un développement clé, car ce secteur primaire constitue la locomotive principale de notre développement. On doit parler chaque jour de ce secteur comme on parle chaque jour du projet Simandou. Merci à vous. Merci également à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, c'était ce qu'on pouvait dire par rapport à notre bijou, désormais l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, c'est la vitrine. En tout cas, ceux qui quittent l'extérieur pour arriver en Guinée, s'ils viennent par vol, c'est là-bas d'abord. Ils découvrent comment les Guinéens, quel est le degré d'accueil que les Guinéens lui réservent. À travers ça, on découvre si nous sommes gentils ou pas, si nous sommes ordonnés ou pas. Tout cela se lit à travers la prestation de ceux qui sont déployés dans ce aéroport. Donc, le professionnalisme doit être de mise. Voilà ce qu'on pouvait dire donc par rapport à l'accueil qui est déficitaire du côté de l'aéroport. Dans un instant, on va parler de la HAC qui a publié une liste. Je crois Mamadou Ali Moussouari a son nom là-dessus. On en parle juste après la pub. Retour donc sur ce plateau pour notre première thématique. La première thématique, c'est cette liste publiée donc par la haute autorité de la communication. Elle vient de dévoiler la liste des journalistes officiellement enregistrés. L'initiative vise à assainir le paysage médiatique en identifiant les véritables professionnels dans un contexte marqué par la prolifération des réseaux sociaux et la prolifération des contenus, la montée des réseaux sociaux. Cette démarche soulève des interrogations. Première question, Madou Alimou, est-ce que la démarche permettra de restaurer la confiance du public? C'est-à-dire, on sait maintenant qui est journaliste, donc c'est professionnel. Bon, oui et non. Ah bon, pour la même question, deux réponses. Deux réponses. Oui, parce que déjà, certains, parmi ceux qu'on a retrouvés sur la liste, en tout cas que j'ai regardé, il y a des journalistes, il y a des bons journalistes et il y a les journalistes qui travaillent. Cependant, il y a également sur la même liste, je ne vais pas dire des anciens journalistes, mais des journalistes qui ont changé de métier, qui se retrouvent aujourd'hui des chargés de communication depuis longtemps dans des départements ministériels ou qui sont aujourd'hui dans des médias ou dans d'autres services. Est-ce que également, jusqu'à présent, ce sont des journalistes? Est-ce qu'ils ont droit à une carte de presse? C'est pourquoi j'ai dit à la fois oui, parce qu'il y a les bons journalistes, mais également non, parce qu'il y a des anciens journalistes qui ont changé de métier et qui ne font plus prestation dans les médias. Est-ce qu'ils continuent? Yacine va me dire qu'il n'y a pas d'anciens journalistes. Je peux être d'accord, tout comme je peux ne pas être d'accord.
Mais l'un dans l'autre, je pense que cette publication a laissé sortir plusieurs interrogations autour de la clarté du travail qui a été fait par la haute autorité de la communication. L'enregistrement, il y a des pour questions moi, là-dessus? oui, pour moi, il y a des questions parce que si on dit aujourd'hui la rédaction politique du journal... Tu veux dire que ce n'est pas les vrais journalistes qui ont été enregistrés? Je dis, il y a les vrais journalistes, mais il y a également des journalistes qui ne sont plus dans les rédactions. C'est pourquoi je dis, quand on dit la RTG, aujourd'hui, si vous regardez la liste de la RTG, il y a plus de 400 qui sont là-bas. Mais si vous regardez dans ces plus de 400, il y a certains qui ne sont même plus, certains ne sont même plus en activité, d'autres ne sont plus en fonction. Est-ce qu'ils vont continuer à bénéficier de ces cartes de la haute autorité de la communication? Et également, si vous regardez l'agence guinéenne de presse, ou bien si vous regardez, excusez-moi, la DIRPA, il y a beaucoup de journalistes qu'on a retrouvés là-bas. Je ne sais pas comment la HAC a fait pour trier vraiment les bons journalistes, ou bien ils se sont fiés à des listes qui ont été envoyées. Moi, j'envoie la liste, j'écris qui je veux, sans pour autant venir dans les rédactions pour trouver est-ce que ces journalistes existent physiquement. Si tel est le cas, est-ce que ces journalistes sont en train de faire la prestation? Parce que pour moi, quelqu'un qui n'a pas, c'est la liste de 2025 à 2027. Si en 2028, on doit délivrer des cartes de presse, ceux qui n'ont pas exercé de 2025 jusqu'à 2027, sans motif valable, ne doivent pas se retrouver sur la liste des journalistes. Même si toutefois, ils sont payés, ils viennent à la fin du mois, ils prennent leur salaire, mais ils ne sont pas en train de faire la prestation d'un journaliste. Ils ne méritent pas, pour moi, la carte de la presse. La carte de la presse. Marie-Angélique, est-ce que cet enregistrement procédé par la HAC, est-ce que ça sème la déontologie? Eh bien, si on retrouve des... Est-ce que tous ceux qui sont détenteurs de cette carte de la HAC, puisque la HAC a été très regardante, est-ce que tous ceux qui sont détenteurs de cette carte-là sont des professionnels dans l'âme? Écoute, si on se base sur la procédure que la HAC a utilisée pour émettre ces cartes et les donner à qui de droit, je pense que jusque-là, moi, je peux être convaincu. Mais au-delà de ça, si on a des communicants, on a des têtes qui n'exercent plus et qui se retrouvent sur cette liste, c'est qu'il y a un problème. Je prends un exemple. J'étais récemment à Alger. Moi, à l'ambassade, l'une des choses qu'on m'a demandé, c'est ta carte de presse. Envoie-nous ta carte de presse. C'est-à-dire, tu nous envoies physiquement en photocopie. Parce que là où tu vas, c'est pour la couverture médiatique. Déjà, je pense que c'est un élément très important pour identifier le professionnel dans ce métier. Si toutefois, la HAC qui est là a déjà sa liste et qui se dit, celui qui n'est pas détenteur de cette carte ne pourra pas exercer le métier lors de ces élections. Donc, j'imagine que toutes ces personnes qui sont sur la liste ont leur carte. À défaut, pourquoi on va les avoir? Parce que c'est vraiment précis. Maintenant, il y a cet aspect. Si on voit des têtes, vraiment, peut-être qu'à la dernière minute, il est même possible de faire ces cartes même... si tu veux, dans les 2 semaines ou 3 semaines, ou si tu veux, juste à partir de maintenant, alors que c'était bloqué un moment. Donc, on ne sait jamais. L'affinité peut aussi correspondre à ce état de fait pour dire, voilà, même si la personne n'exerçait pas, puisqu'on parle d'une opportunité, voilà, une tête que je veux aider, qui peut vraiment aussi avoir des millions comme à la présidentielle. Et donc, pourquoi ne pas avoir... Là, vous semez le doute sur la qualité du travail fait par la HAC. Mais il y a un aspect. En fait, il y a 2 aspects. Je dis, soit tu as reçu cette carte de façon officielle, tu as fourni les dossiers et voilà que tout y est. Ou bien ils ont vraiment failli à la règle et ils ont continué à donner en coulisses ces cartes pour qu'on voit les têtes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les rédactions. Et moi, je poserais la même question qu'Alimou qui dit que... Mais
est-ce qu'ils sont venus dans les rédactions pour faire un listing? C'est très important. Il faut aussi donner des opportunités à d'autres personnes qui ne sont, par exemple, des gens qui n'étaient pas là à la présidentielle, mais trouver d'autres têtes aussi. Parce qu'eux aussi, ils ont exercé, ils sont connus si c'est simplement des opportunités comme ça que la HAC délivre des cartes, moi je ne vois pas le sens, quoi. Non, je dis, il peut y avoir une question d'affinité, exceptionnellement. Maintenant, puisqu'on parle des communales, pour qu'il y ait des gens y figurent. Maintenant, il y a cet aspect où on doit faire le listing. Passez dans les rédactions. Faites le compte, que vous vous rendez compte, je parle de la HAC, que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une affinité pour dire « Ah, c'est ma soeur, c'est ici ». C'est pour ça que je l'ai mis sur la liste, parce qu'il y a une question de millions qui se pose, tu vois, non? Donc, je pense que... On sache que c'est quelqu'un qui exerce, qui est vraiment aussi efficace, opérationnel. Ben ouais, je ne sais même pas si maintenant il existe. Oumou, est-ce que le fait de détenir cette carte de la HAC, ça crédibilise aux yeux du public? Est-ce que ça établit une confiance entre Oumou Touré qui a la carte de la HAC et le public? Bien sûr, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Déjà, c'est une très bonne nouvelle de rendre publique cette liste. Voilà. Mais ça ne veut pas aussi dire... Cela ne signifie... J'en doute. Hein? En tout cas, je connais des journalistes ici qui n'ont pas leur nom sur la liste de la liste de la HAC. Ok, ça, je ne réponds pas à cette question. J'en passe. D'accord. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une très bonne nouvelle de rendre publique cette liste, mais ça ne signifie pas aussi que ceux qui n'ont pas leur nom là-bas ne font pas bien leur travail. Ne sont pas journalistes. Voilà, ne sont pas journalistes et tout. C'est bien de rendre publique vraiment cette liste. Et c'est aussi un pas de géant dans le processus de crédibilité de notre métier, comme tu l'as dit tout à l'heure. Parce que ça permet quand même de mettre hors d'état de nuire tout ce qui... Exactement. Même si toutefois à l'intérieur, ce qu'on était en train d'enlever se retrouve à l'intérieur. Non, écoute-moi, quand on sait qu'aujourd'hui, tout le monde se réclame journaliste. On voit, quand il y a des événements, tu vois des gens qui sortent je ne sais d'où, ils viennent... Ça donne la nausée des fois. Ils s'appellent comment je ne sais qui, mais il y a des gens même qui falsifiaient des cartes ici pour dire que je suis de telle rédaction alors que ce n'était pas ça. Parce qu'à ce moment, il n'y avait pas un contrôle, un regard sur les journalistes. Donc, ce processus-là, c'est vraiment crédible. Donc, on montre aux citoyens que vraiment, on n'est pas journaliste qui le veut, mais qui le peut et vraiment qui détient cette carte. Mais comme je l'ai tantôt dit, ça ne veut pas dire aussi que ceux qui n'ont pas la carte ne font pas bien leur travail. Il faut leur donner des opportunités. Non, j'en viens. Comme on appelle, le processus d'obtention de cette carte, ça se fait de façon crédible et loyale. Voilà, c'est gratuit. Il y a la HAC d'abord lance, comment je vais dire ça? La HAC lance d'abord l'intention, une sorte d'appel pour dire aux gens, ceux qui sont intéressés de venir se faire enrôler pour avoir cette carte. Et tu te fournis d'abord les dossiers personnels, il y a des dossiers que tu dois fournir, et puis même ton employeur, il doit confirmer et tout. Donc, ça se fait sur une base vraiment crédible. Tous ceux qui détiennent cette carte, moi, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas journalistes. Si tu as vu que vraiment ils ont eu cette carte, c'est parce qu'ils se sont fait enregistrer de façon correcte. De ceux qui ne sont plus opérationnels, par exemple à la RTG, ceux qui sont maintenant dans d'autres où ils sont responsables de communication et qui, malgré tout, ont réussi à s'en approprier. Bon, ceux qui ne sont plus opérationnels, je ne sais pas comment ils ont fait pour se retrouver sur la liste. Ah, mais c'est pour ça que je parle d'affinité. C'est peut-être un travail sur lequel prochainement la HAC doit faire face. Il faut vraiment, si les gens ne sont plus aptes à être là-bas, il faut carrément les enlever. C'est pas parce que là, ils ont été journalistes une fois, là, ils n'exercent plus le métier. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir cette carte. En plus, les chargés de com, ils ne cherchent plus l'information pour traiter et diffuser. Ils ne sont plus sur le terrain, en fait. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles la HAC doit travailler prochainement. Et voilà, c'est ça. Moussa, tu as ta carte? Oui, j'ai ma carte. D'accord, Dieu merci. Je suis reconnu par la haute autorité de la communication. Des saluts. Vous savez, ce qu'on attendait, c'est ce qu'on attend de la HAC, pas... Il ne faudrait pas qu'elle soit juste une institution répressive, comme on a cette image vraiment de qu'elle soit une organisation organisatrice. Voilà, parce que la HAC, dès qu'on parle de la HAC, les journalistes ont l'image que les journalistes ont, c'est vraiment de suspendre les sanctions. Parce que c'est dans l'ordinateur, quoi. Il suffit juste de changer les noms et la durée de la sanction. La durée de la distinction, le nom de la presse, pour faire sortir le communiqué envoyé dans les différentes rédactions.
Alors moi je me dis que c'est vraiment un départ. C'est vraiment un départ parce que le premier passeport quand même d'un journaliste, c'est sa carte de presse, délivrée par l'institution en la matière, l'institution qui a vraiment l'autorité de... si vous détenez par exemple la carte de presse de votre organe de presse, c'est pas valable ça? La RTG, par exemple, la carte de presse de la RTG. Ça peut pas. Ça peut pas quoi? Ça peut voyager. Non, ça peut. Mais c'est le passeport qui fait voyager, c'est pas la carte de presse. Non, mais tu sais que cette carte de presse, cette carte de presse, elle est reconnue dans les ambassades. Tout à fait. C'est de ça que je parle. D'où sa crédibilité, en fait. Quand je dis le premier passeport d'un journaliste pour couvrir une activité, c'est quand même ce document délivré par la HAC. Je suis d'accord. En plus du passeport. La RTG, en plus du passeport. La RTG peut délivrer, peut donner des cartes de presse. On le fait ici avec des stagiaires qui ne sont pas encore engagés à la fonction publique. Voilà, donc la direction peut délivrer des documents comme ça là pour un peu attester qu'ils travaillent à ce niveau. Mais la carte officielle, crédible, authentique partout, moi je pense que c'est délivré par la HAC. Alors, la HAC est en train vraiment de faire un travail de fond, il faudrait qu'elle continue dans ce sens. Alors l'autre aspect, Ali Moun l'a dit, parce que être journaliste, c'est quand même quelqu'un qui cherche l'information, qui traite et qui diffuse. Et qui vit des retombées de cette activité. Voilà, donc pour le moment, il y a je ne dis pas des anciens journalistes, mais des gens qui ne collaborent plus directement avec... c'est le mot, il faut dire anciens journalistes. Des gens, en tout cas des confrères ou des collègues qui ne collaborent pas directement avec leurs rédactions respectives. Ils étaient par exemple à la RTG ici, ils se retrouvent dans les départements ministériels comme responsables des com, ça peut être au ministère de l'Environnement, ça peut être au ministère de la Santé, ça peut être au ministère de la Justice. Donc des anciens collègues comme ça, là, ils peuvent venir à la HAC, oui, c'est des anciens journalistes. Ouais, c'est des anciens visages qu'on connaît sur la télévision, c'est les anciennes voix qu'on sait. Moi, je pense que des personnes comme ça, ou bien des collègues comme ça, quand ils viennent à la HAC pour demander une carte de presse, je vois la HAC sera dans l'embarras. Est-ce qu'il faut... Il ne faut pas, par exemple, identifier. Est-ce que la HAC ne peut pas concevoir, par exemple, une carte spéciale pour ces... Moi, je pense qu'il y a une différence. Soit tu es journaliste, soit tu ne l'es pas. Ou bien tu es communicant. Tu ne peux pas être à la fois journaliste. Mais la HAC, ça veut dire quoi? Votre autorité de la communication. De la communication, c'est ce que j'ai dit. Là-bas. Maintenant, si on dit, ça c'est une carte de presse, je ne pense pas que la carte de presse concerne les communicants. Je ne suis pas trop pourquoi je suis en train de dire que la HAC ne pouvait pas, par exemple... C'est une autre carte. C'est ce que Moussa est en train de dire. Moi, je pense qu'au-delà, même si on dit que c'est un pas, il faut que le pas soit un pas rassurant. Pourquoi? Parce que il faut d'abord venir dans les salles de rédaction, constater des visu, la présence de ces journalistes. Parce que moi, je peux aller me présenter à la HAC pour dire que je suis journaliste à la RTG, ou bien je peux appeler David. Mais la HAC te connaît, hein? Non, il y a d'autres, par exemple la presse privée. Je peux, par exemple, David a un site d'information, je dis à David, il faut... Attention, il faut souvent recours... Je suis d'accord avec vous. Je peux dire à David, il faut m'insérer dans ton équipe pour que j'arrive à bénéficier de la carte. C'est bien possible. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Ça, toi, tu es rédacteur en chef, tu as confirmé que je suis là-bas. Mais est-ce que un seul jour, aux États-Unis, j'ai pu, parce que les journalistes également ont des opportunités. Mais est-ce qu'un seul jour, j'ai écrit un article? Est-ce qu'un seul jour, j'ai recueilli un son? Il faut que la HAC arrive, si toutefois c'est un travail, faire un bon travail. Aujourd'hui, les gens considèrent les cartes délivrées par certains organes, en tout cas, moi je sors ma carte qui a été délivrée par la RTG, devant la carte qui a été délivrée par la HAC. Parce que ce que vous dites ici au niveau des ambassades, ce n'est pas tout le monde qui voyage. Il y a certains qui vont rester ici, qui ne vont jamais voyager. Mais il faut que le travail de la HAC soit un travail. Je pense que ce n'est pas à tout moment qu'on doit se lever pour... D'ailleurs, au plan local, en Guinée, les cartes délivrées par les rédactions sont des fois beaucoup plus visibles que la carte. Parce que la police, par exemple, si vous brandissez la carte de la RTG, c'est plus facile de vous laisser passer que quand vous brandissez la carte. On va regarder, on va dire ça. Des fois, ce n'est même pas lisible parce que c'est difficile à ce qu'on arrive à identifier. Les petites écritures. Certains connaissent. Il faut porter des correcteurs. Et les gens au barrage n'ont pas souvent les correcteurs. Oui, et au niveau des barrages, on connaît beaucoup plus la RTG plus que la HAC. Ça, c'est deuxièmement pour
Pour finir, il faut que le travail soit bien fait à travers d'abord la présentation physique, ne pas seulement se fier des listes que les rédactions ou en tout cas que les organes arrivent à envoyer. Pourquoi? Parce que également, il faut qu'il y ait un rapport. Est-ce que tous ceux qui sont de la rédaction politique du journal parlé sont en train de travailler? Si tel est le cas, David... Mais ça n'appartient pas à la c'est ce que je dis. Oui. C'est ce que je dis. Oui. Mais si toutefois il y a quelqu'un, Moussa Kouyaté a fait 15 ans, il est aux États-Unis, et puis David, parce qu'il connaît Moussa, il met Moussa dans le groupe des journalistes de la RTG. Je ne pense pas si toutefois c'est un bon travail. Je ne pense pas si il y a eu ça. Les rédactions, je ne dis pas ailleurs, mais à la RTG ici, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des cas comme ça? Bon, je ne sais pas trop, mais c'est qu'il faut vraiment... Moi, chaque fois qu'on m'a demandé de fournir la liste, j'ai fourni la liste de ceux qui travaillent. Là, on vous connaît pour ça. Donc, il faudrait que la HAC quand même arrive à faire ce travail de vérification, comme l'a dit Alimou, ce travail de vérification dans les rédactions, qu'ils se déplacent quand même, parce qu'ils ont des agents là-bas, voilà, pour ne pas qu'ils restent tout le temps au bureau, se contenter des listes qu'on les envoie. Qu'ils viennent dans les rédactions pour voir vraiment la carte qui a été délivrée, par exemple, par nous, au niveau la carte d'Alimou. Est-ce qu'Alimou est effectivement à son poste? Est-ce qu'Alimou travaille effectivement à la RTG ici? Est-ce qu'Alimou travaille à la rédaction du journal parlé? Moi, je pense que ce sont des vérifications comme ça que la HAC doit vraiment faire maintenant pour crédibiliser davantage notre structure. Alors, l'autre aspect, c'est par rapport au délai. Je ne sais pas si le délai ou quoi. 2 ans, moi je me dis que 2 ans c'est trop court. Vous avez 5 ans. Non, moi je me dis même que c'est long. Pour moi, je trouve que moi c'est je me dis que c'est long aussi. C'est une année. Chaque année ou chaque 2 ans, la HAC doit confectionner des cartes. Imprimer ça. C'est coûteux. C'est un coût. 2 ans quand même. 2 ans, moi je me dis que c'est vraiment court. Il faudrait qu'on ait au moins 3 ou 4 ans. Au maxi 5 ans. À vous quatre, je pose rapidement la question. Attrapez de mots pour la réponse. Est-ce que la HAC doit procéder à une évaluation? Ou Mouari, par exemple, on dit c'est quoi le journal télévisé? Si possible, oui. Non. Ou bien savoir c'est quoi une brève. Mais c'est pas mauvais aussi. Pour s'assurer que c'est un journaliste. C'est pas mauvais aussi. Est-ce que vous pensez que tous les commissaires de la HAC sont des journalistes? C'est pas mauvais aussi. Non, tous les journalistes aussi. En fait, tous les journalistes. Ceux qui sont là-bas, c'est des anciens journalistes. David. Non. David. Bon, Yacine, quand même, les faux débrouillards sont là-bas. Tu ne peux pas dire que ce pas des anciens Ce journalistes. que tu dis, c'est pas mauvais en tant que Tu ne peux tel. pas dire que ce pas des journalistes. Je n'ai pas dit. Est-ce que tous les commissaires de la HAC ce sont des journalistes? Oui. Ça, c'est la question. Mais ceux qui sont journalistes se mettent là et on met en place, par exemple. de grands journalistes. Ça passe pas? Ils ont été de grands journalistes. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. La réalité, c'est que la HAC veut être devant de la scène, surtout. Oui, elle veut se donner la visibilité. Beaucoup plus de la visibilité. Oui. Sinon, le fait de publier une liste ne crédibilise pas, comment je vais appeler ça, le travail abattu. On a vu ici, il faut qu'on revienne encore. Pendant ces élections présidentielles, on a envoyé la liste des journalistes. Il n'y a eu aucun journaliste de la RTG qui a été pris pour couvrir. C'est la première fois. C'est vrai, on va me dire que ce n'est pas un travail de la haute autorité de la communication. Mais moi, je suis d'accord que les journalistes, s'ils sont là, si on arrive à sortir ces cartes, c'est pour qu'ils arrivent à couvrir. Où se trouve le problème? Pourquoi ils n'ont pas couvert la présidentielle? Pourquoi aujourd'hui les législatives? Les communales, c'est au niveau décentralisé. Est-ce que ces journalistes auront la capacité, si ça a été comme les présidentielles, à couvrir les activités et les événements? Mais les organes de ça relève du travail des organes de presse. Ça a exigé, par exemple, à déployer les gens. La RTG avait envoyé, dans les régions. Vous vous rappelez, la RTG avait envoyé une liste des journalistes qui devaient couvrir. On les a. La liste n'a pas été retenue. Ce sont les techniciens que nous avons pris. Et ils ont dit qu'aujourd'hui, Oroya et autres là peuvent faire le travail des journalistes de la RTG. Si toutefois il y a un qui peut faire mon travail, pourquoi on me délivre une carte? D'accord. Oui, la question. Il faut poser les questions aux gens. La question que tu viens de poser là. Moussa arrive, on lui dit il y a combien d'éditions au journal parlé? Non, c'est cette question-là exactement qui devrait être posée lors du recrutement de nos collègues, la stagiaire qui était
qui avaient fait 15 ans, 20 ans ici. Oui. Moi, je pense que ce sont des questions mais là, ils sont incollables là-dessus. Hein, c'est des questions comme ça qui... On les a posées. Ils n'ont pas été recrutés comme ça. Il y a un concours qui a été fait. Non, on les a posés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu des infiltrés en ce moment. Il y a eu des infiltrés. Il y a eu des gens qui étaient dans l'équipe qui n'ont jamais fait le... Mais ça, c'était pas un test one-to-one. C'était un point d'interrogation. C'était le grouping, c'était pas un one-to-one. Ça, c'est autre chose. S'ils ont été infiltrés, c'est avec la complicité de qui? Point d'interrogation. Ils n'ont pas été infiltrés comme ça. Demander un journaliste, c'est quoi une brève? C'est quoi? Voilà, la hack ne se met pas dans... Mais moi, je pense... Ça ne donne pas de crédibilité. C'est pas aussi mauvais, hein? C'est pas aussi mauvais. Mais il ne faudrait pas que la hack rentre dans ça. Il y a des différentes rédactions. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire pour savoir que tel est journaliste ou pas? Parce que si David Yomouno, comme l'exemple donné, que donné... c'est la vérification, David. Il faut aller dans les rédactions. Mais vous allez dans les rédactions, je mets le nom. Je suis rédacteur en chef, je mets le nom de quelqu'un, de mon neveu, qui va aller à l'intérieur. Il n'a pas la carte d'identité nationale. Je lui donne la carte de presse et puis il traverse. Non. David, on se connaît dans les rédactions. Qui est qui dans votre rédaction, David? Vous connaissez tous les travailleurs de votre rédaction. On est d'accord. Quand la hack vient, il demande par exemple le nom des travailleurs de la hack. David ne va pas donner quand même le nom de Paul Zoumaningui qui est à Guékedou là-bas. Parce que son frère, il prend son frère, il amène à la... Non, même nos travailleurs qui sont là-bas. Pour juste appuyer, il y a cette question. Peut-être la hack fait le monitoring, tu vois, non? Et je pense qu'ils suivent aussi beaucoup d'éditions, les web TV, les journaux, etc. Il y a une façon de faire le sondage. Hein. Et pendant les 2 ans, je pense que tout ce qu'on a dit ici, je pense que la hack doit prendre en compte pour qu'après les 2 ans, qu'ils puissent changer de méthode. 2 ans, c'est quand même short. Et donc, franchement, c'est l'argent qui est mis, parce que pour faire cette petite carte-là, c'est vraiment coûteux. Après, tous les 2 ans, on le fait, c'est compliqué. Et aussi, il faut qu'on donne vraiment l'avantage à ceux qui sont sur le terrain. D'accord. C'est très important. Donner l'avantage à ceux qui sont sur le terrain. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ces cartes délivrées par la hack à la suite d'un enregistrement des professionnels des médias. Dernière thématique, ce n'est plus le 21 mai, mais le 31 mai. Pour le double scrutin. Oumou, je commence par vous. Ça arrange tout le monde, non? Chacun ira égorger son bélier à l'intérieur et puis reviendra voter. Bien sûr, ça arrange tout le monde, comme tu l'as dit et tout. C'est dû à des raisons de la fête religieuse qui est la Tabaski. Donc on sait que quand c'est la Tabaski, les gens ont l'habitude d'aller à l'intérieur du pays pour fêter avec les parents. Et ça dure près d'1 semaine et tout, le temps de finir la fête, de rallier la capitale et tout. Donc c'est pourquoi l'élection a été décalée pour cette nouvelle date. Est-ce qu'il y a un problème de préparation au niveau de la DGE, la Direction Générale des Élections? Bon, niveau de préparation, la DGE, peut-être c'est à la DGE de répondre à cette question, mais je vois quand même, moi ce que je vois la DGE sur le terrain, elle fait ce qu'elle peut pour que ces élections se passent dans les conditions les meilleures et tout. Ce que moi je peux dire, c'est la raison pour laquelle ça a été reporté, selon ce que j'ai compris en tout cas, même si un communiqué... Ça peut permettre aux gens d'aller voter et revenir, parce que les bureaux de vote, on ne va pas les envoyer avec la Tabaski. Non, pas du tout. Même si un communiqué officiel n'a pas été... un communiqué n'a pas été publié pour dire c'est pour ça, mais on est tous des observateurs. C'est pas motivé. Voilà, on est tous des observateurs, on connaît un peu vraiment l'actualité du pays, donc on se dit que c'est à cause de ça, parce que maintenant, on voit à l'intérieur du pays, quand c'est la fête de Tabaski. Conakry se vide pratiquement. Ça se vide beaucoup. Maintenant, il y a des régions qui ont leur, comment je vais dire ça, leur propre fête, comme la Mamaya. On connaît déjà que la Mamaya, ça existe depuis, mais maintenant, il y a Donki, Dalaba, et je ne sais pas, à Kindia aussi. Voilà. Donki Magata. Soli, voilà, et tout. Donc, c'est un peu à cause de ça. Ok. Moussa, ça permettra aussi aux candidats de mieux se préparer, non? Oui. Parce qu'on m'a dit que vous avez des velléités députées. Et même si on les donne toute l'année, ils ne vont jamais finir de se préparer. Oui. Alors, ils vont finir. Non. Il n'y a pas beaucoup d'argent, Moussa. Bon, d'accord, ça c'est autre chose. Oui. Bon, le report là, quand j'ai appris la nouvelle,
ça m'a rappelé de la sortie de notre collègue Bangali Kondé. Il a fait une sortie par rapport à ça, cette coïncidence entre le Tabaski, la fête de Tabaski et les élections présidentielles et les élections locales et législatives. Oui. Vous savez, la fête de Tabaski en Guinée, c'est comme c'est un événement de taille. Oui. C'est un événement de taille parce que la fête c'est maintenant dans 1 mois et quelques. Donc les préparatifs commencent dès après la fête de Ramadan. Donc 1 semaine, 2 semaines de la fête de Tabaski, si vous prenez les routes de l'intérieur là, vous partez dans les gares routières, vous voyez l'affluence, comment est-ce que les préparatifs sont. Alors, le report, c'était attendu. Moi, je pense que c'était vraiment attendu parce que vouloir maintenir la date du 24, beaucoup ne pourront 21. Pas. 21, c'était le 21. D'accord. Le 24 mai. C'est le 24 mai. Ok. Donc, si on maintenait la date du 24 mai, beaucoup ne pourront pas voter. Même avec la date du 31 mai, là, du 30 mai, là, il y a d'autres aussi qui n'auront vraiment pas la possibilité. Parce que si vous partez, par exemple, à Cancan, on sait, Tabaski à Cancan. La route est bonne, hein? Exactement. Non, la route est bonne, mais vous savez, la fête, David, c'est généralement avant. Vous savez, avant la fête est tellement OK que, voilà, parce que tout ce qui est là, comme il y a beaucoup de choses à faire après. Il y a beaucoup d'engouement. Moussoiré, très rapidement, on me fait signe que le journal est déjà à la porte. Oui, nous saluons vraiment ce report. Il ne va pas, Mali. Tout candidat qui va beaucoup injecter dans la Tabaski, on va voter pour lui. Voilà, on va voir, c'est là-bas qu'on va... Celui qui va envoyer beaucoup de moutons. On va juger celui qui va tuer assez de moutons. C'est un bon candidat. Oui, Marie-Angélique, beaucoup de moutons. En tout cas, merci au président Mamadi Doumbouya, franchement, parce que les catholiques sont très fiers. Oui. Le 24 mai, c'est le jour de la Pentecôte. Okay. Et donc, j'imagine que le nouveau archevêque métropolitain de Conakry, François Silla, a pu mener les démarches dans ce sens. Et je pense que ça aboutit. Encore chapeau une fois. Chapeau. Et merci franchement. Et la fête sera belle. Au président qui a été très audible. C'est ça, très ouvert, voilà. Sincèrement. Merci à vous quatre d'être venus sur le plateau. Demain, il y aura un plateau exclusivement féminin. Voilà. On n'a pas que des femmes sur ce plateau. Demain, voilà, on n'a pas pu lire la concernant la. Elles reviendront voilà, elles vont lire ça demain. On n'aura pas le temps de lire ça. Ça n'est fini pour ce numéro. Merci à nos cadreurs, aux équipes techniques mobilisées, les ingénieurs de son, Al-Khali Mohamed Keita qui appuie chaque fois sur le bouton pour nous permettre d'être vus et entendus ici à Conakry, en Guinée, en Afrique et un peu partout dans le monde. Portez-vous bien. Ciao.